Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 23 avril 2022. 23 avril, waouh, 23 novembre, pardon, je pensais au mois d'avril. 1000 excuses, la fatigue. Alors oui, du coup, on parlera du Bitcoin aujourd'hui. Je ferai qu'un point exclusivement Bitcoin et macroéconomie. Pourquoi je parle pas d'Ethereum? Je sais qu'en commentaire, ça revient beaucoup. Tonton fait une update Ethereum, et comme je vous le dis, Ether et Bitcoin, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, techniquement, les deux sont très similaires. Je n'ai pas forcément de besoin de faire une update sur Ethereum parce que tout ce que je vous dis sur Bitcoin, c'est valide pour Ether. Graphiquement, c'est exactement la même chart. On est dans les mêmes ranges, c'est exactement pareil. Sauf que la différence, c'est que Bitcoin est venu faire un plus bas, là où Ethereum a maintenu les plus bas qu'il avait fait en juin, si je ne dis pas de bêtises, mai ou juin. Et c'est ça la différence. Mais voilà, c'est pour ça que je ne fais pas de point sur Ether. Quand il y aura vraiment des différences ou des vraies confirmations sur Bitcoin, je pourrai aussi les commenter sur Ethereum, on parlera des objectifs, etc. Mais pour l'instant, c'est très similaire. Également, je pense qu'on pourra parler de LTC, je vais essayer de caler ça aujourd'hui, sinon j'en parlerai demain, qui se décorrèle et parler un petit peu de cyclicité, donc je pense que je vous ferai ça demain, honnêtement. Parce que LTC est en train peut-être de répéter l'histoire de 2018-2019 lors des bottoms précédents, donc on parlera de tout ça. Je vais en parler aujourd'hui, vous savez quoi, comme ça au moins c'est fait. Alors du coup, le BTC, on avait parlé ici justement qu'on est arrivé dans le bas du range, donc pourquoi j'ai pas fait de brief hier? Parce que pas simplement, bon, on était dans le bas du range, donc ça j'avais déjà expliqué tout ça. Et on avait aussi vu les zones de stop. Donc là justement, quand tous les traits rouges ils sont bouffés ici, c'est que tous les stops ont été capturés. Je viens ici, hein, pour ceux qui n'ont pas trop compris le truc, parce que j'avoue que maintenant, vu que le prix a avancé dans le temps, on va dire que ça peut porter à confusion. Mais par contre, l'indicateur il fonctionne pas. S'il va se recharger. Voilà, là il n'y a plus de traits rouges, ça veut dire que tous les stops acheteurs court terme, ils ont été bouffés. Enfin en tout cas toutes les zones potentielles de stop. Donc ce qu'on cherche à identifier quand il se passe ça, c'est des structures potentiellement de retournement, c'est-à-dire des W qui montrent qu'il y a de l'absorption ici due à ces stops et que le marché est prêt à aller chasser du vendeur. Où sont les prochaines zones de stop? Bah techniquement, elle est là. Une fois que ces zones de stop sont prises, j'avance en replay, tac 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 tac. Mon marché rebondit. Ah, j'ai mes premiers W qui se forment, donc j'ai des W ici qui se forment dans un W, ok. Et donc le marché se dirige où? Comme par magie, vers la prochaine zone de stop qu'on a identifiée ici. Alors maintenant, ce qu'il faut surveiller pour Bitcoin, c'est que le marché peut potentiellement se retourner ici. Attention, puisque là on est... j'espère que mon fixe range va se remettre. Ici, on est dans une zone où il y a plein de stops qui s'enchaînent. C'est-à-dire que vous avez, pour moi, une grosse zone de stop maintenant au-dessus des 17 100. Donc, tant que le S&P 500, qui est ici, ne va pas se retourner, donc le S&P 500 reste haussier, il y a de grandes chances que Bitcoin, il aille chercher la prochaine zone de stop qui est au-dessus des 17 200 $. Okay. Par contre, si le S&P 500 se retourne, et que vous avez un Bitcoin qui commence, donc là ça va se passer vraiment sur des unités de temps plus courtes, mais un Bitcoin qui commence à bouffer les stops. Donc là, stop bouffé, et si on revient ici qu'on bouffe les stops et que là on commence à faire ça, vous avez un Bitcoin qui va possiblement se retourner et suivre le S&P 500. Mais à l'instant T, c'est pas le cas. Le Bitcoin reste bullish court terme, il n'y a pas de problème. Et tant que le S&P ne se retourne pas, pour moi la prochaine grosse zone de stop, honnêtement, elle est au-dessus des 17 200. Quand on voit le volume profile au sein du range, donc là je vais attendre qu'il s'affiche, il est en train de se réajuster, enfin de se recalculer entre guillemets. S'il te plaît, mets-toi à jour. Bon, quand il sera là, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un paquet de volume ici. Quand ici, je vais sur ExoCharts, je vais passer ici en volume profile. Je vois ici au niveau des open interest delta qu'il y a eu plus d'ouverture de position que de fermeture. Donc tout naturellement, l'open interest, il monte. Et des acheteurs et des vendeurs. Tant qu'on reste, je vais juste retirer ici, hop. Tant qu'on reste grosso modo sous les zones de volume les plus exécutées, donc qui sont quelque part par là, c'est les acheteurs qui sont coincés. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que hier, donc avant-hier, pardon, on a eu aussi ici un gros delta positif au niveau des ouvertures de position. Donc il faut se dire que là, je repasse en bougie et je passe ici en delta en delta ladder. Tous ceux qui auraient vendu ici sont bloqués, ok? Donc ça, c'est la première étape. Je sais plus si j'en ai parlé avec vous lundi ou pas. Je sais que j'en ai dû en parler, enfin j'en ai parlé avec les élèves ce dernier jour, mais sur YouTube, je sais plus. Mais en gros, pour faire très simple, ça c'est la première étape pour bloquer des vendeurs. Donc là, il y a un paquet de vendeurs qui sont bloqués ici. Tant qu'on reste au-dessus des 16 300, la prochaine étape, c'est essayer de mettre en PLS les vendeurs qui sont ici. Et donc, premièrement, les zones de stop se trouvent où? Bon, ça, je vous l'ai expliqué, dans les 17 200. Mais surtout, si on passe au-dessus des 17 200 et qu'on accepte au-dessus de 17 200, vous avez tous les vendeurs d'ici, là, qui vont être bloqués. C'était des acheteurs bloqués, ces acheteurs peuvent sortir, et si on s'installe dessus,
c'est des vendeurs qui sont bloqués ici. Et ça aussi, je suis sûr de vous l'avoir dit, là sur cette grosse bougie baissière, on a un delta de plus 12 000, donc l'open interest a monté justement de 12 000 BTC, donc il y a eu beaucoup d'ouverture de position, et en plein FUD, et en pleine peur, et en tout ce qu'on veut, donc on peut imaginer qu'il y a plein de gens qui ont shorté comme des fous sur cette bougie. Si le prix s'installe au-dessus de cette bougie, là je vous dis, il y a un paquet de vendeurs bloqués, et ça peut déclencher des retracements plus profonds, mais encore une fois, étape par étape. On a bloqué des vendeurs ici, après avoir chassé les stops des acheteurs, donc là, tout naturellement, si on arrive à repasser, et mon fixed range qui veut définitivement pas fonctionner, hop, que je vais réajuster, comme ceci. Voilà, là vous voyez, je vais juste diminuer la précision parce que là c'est un peu abusé. Passer sur du 150, hop. Mais là, malheureusement ça se retire, mais ici vous voyez que là c'est la zone où il y a eu le plus de volume au sein du range. Du coup, les gens sont majoritairement positionnés ici. Du coup, mes vendeurs et mes acheteurs, ils sont majoritairement positionnés ici. Si on regagne cette zone, en gros, entre guillemets, tout ce bordel, qui devient bloqué si le prix s'installe au-dessus de ça, c'est les vendeurs. Et à ce moment-là, ça ouvre les portes à essayer de chasser plus de stops et de liquidation ou déjà dans cette zone. Et après, si le prix ne se reverse pas ici, prochaines zones de stop, elles sont dans le haut du range, donc vers les 18 400, 18 500. Et quand on sait que les acheteurs, leurs stops, ils ont été pris, qu'il y a eu la pattern de la structure ici de retournement, et que derrière, en plus de ça, vous avez un paquet de gens qui ont shorté ici proche des bottoms, techniquement, ça donne un petit peu d'avantage aux acheteurs pour essayer de repasser cette zone. Par contre, si le prix ne repasse pas cette zone, qu'on a du mal et que là on rejette, là vous savez qu'on reprend le mouvement baissier, que c'est bon, c'était juste un rebond pour dégager un peu de vendeurs court terme. Le CVD, lui, nous apprend que c'est un move qui est plutôt fait grâce au perp et pas vraiment au spot. Les acheteurs spot se manifestent pas, c'est plutôt les acheteurs perp. Donc ici, c'est les liquidations, si je dis pas de bêtises, pas le volume. Non, voilà. Là, j'ai les liquidations. On voit que c'est dû justement à des liquidations vendeuses, que le prix est en train de rebondir. Et là, on est en train de sortir ces vendeurs. Mais si ces vendeurs se font absorber ici et que le prix commence à se reverse, c'est que le move short squeeze, il est fini et on retourne au sud. Okay, mais là, il y a un avantage pour les acheteurs, c'est vrai, d'essayer de repousser ce marché dans le haut du range. Pour l'instant, sans plus. Okay, j'ai fini pour Bitcoin, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, honnêtement. Je sais que le graphique, bon, il y a beaucoup de choses dessus. Bon, après, c'est surtout à cause d'indicateurs des zones de stop, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez ici le gros du volume exécuté. Si on repasse au-dessus de ça, il y a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués. On peut du coup aller chercher possiblement le haut du range sans, si on ne se retourne pas ici, ou si on ne se retourne pas déjà ici, qu'on n'arrive pas justement à repasser au-dessus de tous ces vendeurs ici, bien évidemment. Et aussi au S&P 500, si le S&P 500 se fait défoncer, vous vous doutez bien que le Bitcoin y suivra. Mais ça, on y reviendra après sur le S&P 500. Et du coup, je parle de Litecoin, pardon. Donc Litecoin, je l'ai ici. Litecoin, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est l'un des seuls assets à pouvoir faire des structures ainsi. Alors c'est quoi un petit peu ce qui se passe sur Litecoin pour essayer de donner une rationalité au mouvement, dont on n'a pas besoin de faire. Enfin, on n'a pas besoin de faire ça pour justifier un mouvement. Si le marché il monte, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ou des acteurs arrivent à pousser le prix plus haut. Mais il y a l'halving de Litecoin qui est, je crois, pour août 2023, donc déjà c'est 6 mois avant celui du Bitcoin. Litecoin, il avait posé son bottom en 2018, enfin, il avait déclenché sa structure de retournement avant le Bitcoin. Ça, j'y reviendrai après. Pour faire simple, il y a l'halving de Litecoin je vais y arriver, il y a l'halving de Litecoin dans 6 mois. Il y a également le fait que Ethereum, on peut plus miner Ethereum avec des ASICs ou des cartes graphiques, etc. Donc les mineurs se cassent sur un autre truc. On voit que le hash rate de Litecoin, il a explosé, il augmente pas mal ces derniers jours. Donc ça attire encore plus de mineurs. Ce mouvement aussi qui se met en place. Si je regarde ici en long terme, on est sur un record au niveau de l'hash rate de Litecoin. Donc la difficulté aussi. Donc simplement ici, il y a des gens qui minent Litecoin avant son halving, parce qu'il y a des possibilités justement qu'on fasse un mouvement haussier avant son halving. On fait buy de rumor, sell de news. Donc c'est pour ça probablement que Litecoin y pump. Aussi, deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, le hash rate il monte, il y a l'halving, et du coup il y a des acteurs qui sont en train de se positionner ici en vue de cet halving, ce qui fait que la demande elle augmente, et on commence à faire ces structures W dans W qui sont vraiment assez bullish et qui annoncent justement des retracements. Là je vais retirer le biais, mais W, dans un W, dans un W, c'est assez bullish. Ça annonce du retracement. Maintenant, où je vais parler de cyclicité, c'est avec Litecoin et Bitcoin. Donc là, je vais devoir comparer les deux. Je vais ajouter BTC USD Bitstamp. On va faire Regular ici. Je vais venir choper le BTC. Je vais lui dire de se mettre sur sa propre échelle.
comme ceci. Hop, voilà. Donc là, vous avez les deux. Pendant que Bitcoin, il faisait son fameux bottom, ici, hop, qu'il a confirmé le 1er avril 2019, Litecoin, il avait déjà fait le sien, il avait déjà breaké ici, et il était déjà dans son retracement avant. Pourquoi? Bah, comme on a vu ensemble, déjà, Litecoin, il a son halving avant Bitcoin. Et du coup, l'halving de Litecoin, je sais plus trop c'était quand. On va écrire sur Internet. Halving Litecoin. Tiens, c'était quand le précédent et c'est quand le prochain. Et de ce que j'ai vu hier, je crois que c'est voilà, c'est en août 2023. Et le précédent, il était quand? Est-ce qu'on a ces informations ou pas? C'était en 2019. Et ça s'est fait le 5 août 2019. Ok. Et donc le prochain, c'est en août 2023. Donc c'est logiquement tous les 4 ans, on est bien d'accord. Donc c'est avant le Bitcoin. Bitcoin, lui, c'est mars 2024. Et son halving, il était en mai 2020. Donc c'est toujours après. Du coup, c'est pour ça que Litecoin, possiblement, arrive à poser ses bottoms avant et à retracer avant. Vous voyez ici, il était déjà dans sa phase de retracement. Je pump, je pump, je pump. Bitcoin, il faisait rien. Bitcoin, il a confirmé sa structure 2 mois après environ. Bon, après, les deux, ils ont pump. Litecoin était déjà beaucoup plus élancé que Bitcoin avant. Après, bon, Litecoin, il a topé un petit peu avant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Litecoin, il s'est vraiment reverse plus agressivement avant Bitcoin. Et donc après, Bitcoin, il a suivi. Donc est-ce que Litecoin, c'est pas un indicateur? Est-ce qu'il n'a pas de l'avance? C'est ça la question. Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce Black Swan, est-ce que, en fait, on n'aurait pas suivi ce qu'on a fait en 2018, c'est-à-dire la structure, Litecoin qui faisait la sienne avant, déjà ici, qui aurait pu déclencher en fin octobre, commencer son retracement avant, et Bitcoin qui suit derrière. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est une hypothèse comme une autre. Maintenant, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas encore en train de nous spoil? Litecoin, il va pas partir comme ça, et du coup, Bitcoin, il va pas réintégrer son range, confirmer, et partir dans l'autre sens. Peut-être. Et du coup, prendre à contre-pied tout le monde qui attendent le Bitcoin plus bas actuellement. D'ailleurs, ça serait assez bullish de réintégrer le range, de confirmer la réintégration, et de partir comme ça dans l'autre sens. Là, ça pourrait aussi justifier du retracement et suivre Litecoin. Ok? Ça, c'est en termes de cyclicité, mais c'est vrai que Litecoin, il a de l'avance dû à son halving, et du coup, est-ce qu'il est en train de nous spoil la future direction? Bon, ça reste à voir. Maintenant, je vous retire ici le Bitcoin, et pour analyser Litecoin rapidement, niveau des retracements, vraiment un truc classique, comme d'hab, moi je prends le précédent mouvement, ça sera un gros retracement, mais ces structures peuvent appeler justement des gros retracements. Si ça veut bien prendre en compte mon FIB, je vois qu'il n'a pas envie. C'est en train de bugger. Si je mets ça, ok, il veut pas du tout changer, bon, c'est pas grave. Hop, retracement de moitié, 167, bon, c'est un peu élevé, mais c'est les retracements basiques quand il y a des structures comme ça. Maintenant, le volume profile nous indique que un tour ici, au moins jusqu'aux 100 $ est très probable. Maintenant, je vous dis pas d'entrer ici, loin de là. C'est pas parce qu'on peut aller à 100 $ qu'il faut acheter ici. Là, c'est trop tard. Le move, il est déjà en train d'avoir lieu. Vous pouvez acheter ici et vous mangez le down. Ce qui serait intéressant, c'est comme ce qui a été fait ici, c'est-à-dire ici, vous passez en H4, vous attendez un dip, par exemple, et une fois que le marché commence à redessiner des structures, là, ok, il y a une entrée intéressante qui peut se faire. Okay, mais bon, ceux qui sont déjà dans Litecoin, on va voir un petit peu les objectifs pour le coup. Donc il y a ici le creux dans le volume profile, le gros chiffre rond des 100 $ que le marché peut venir chercher. Je reviens ici, depuis le mouvement précédent, vous avez donc cette zone de creux, il y a aussi une zone de creux ici. Hop, donc je vais dire entre 117 et 147. Et il y a l'ultime zone de creux ici où vraiment il y a un manque de business flagrant vers les 180. Encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on va venir à 180? Pas forcément. On peut aussi ajouter les zones d'imbalance où le marché a de grandes chances de revenir. Est-ce que je l'ai ici? Je pense pas. Alors, hop. Je vais juste augmenter l'opacité de la couleur. Hop. Mais c'est aussi de bonnes zones de localisation où se dire, bon, mon marché, tant qu'il ne se retourne pas, il peut venir faire un tour ici. Donc ici, entre 77 et 92, bon, on est déjà en train d'y revenir. On a aussi ici une zone d'imbalance dans les 117. Après, bon, il y en a aussi qui traînent ici vers les 160-180. Donc là, ça correspond vraiment aux gammes dans le volume profile. Par exemple, si je prends le retracement de l'époque, lorsqu'on a fait les structures, toutes les zones d'imbalance, quasiment depuis le mouvement précédent, on est venu les chercher. Ici, ici, ok. Mais bon, ici, bon, là, c'était très proche. Après, il y en a qui traînaient aussi un petit peu par là, mais on n'y est pas revenu. Pour le coup, il restait celle-ci, on n'y est pas revenu.
Euh, mais au niveau du mouvement précédent, bon, c'est vrai qu'on est venu combler toutes les zones d'imbalance. Ça veut pas dire que l'histoire va se répéter, mais si ça se répète, ça voudrait dire qu'un Litecoin dans les 180, 160, dans les prochains mois, c'est pas impossible, vu qu'il est tenu par son halving. Et du coup, buy de rumor, sell de news. L'halving, il est en août, c'est pas au mois d'août qu'il faut se réveiller et se dire ah oui, Litecoin, il est à 180 $, il a pris 300%. Ça, vous allez le voir dans les médias hein, d'ici août, mais si le truc, il a pris de la valeur, vous allez voir dans les médias, oui, c'est l'halving du Litecoin, il a déjà pris 200%, les analystes prédisent Litecoin à 300 $ en fin d'année. Vous voyez bien le genre de truc. Et au final, bah, vous doutez bien que le marché va ressembler à ça derrière. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais du coup, l'halving, il est ici. En 2019, on a topé juillet août, 2 mois avant son halving. Pour le coup, donc si l'histoire se répète, là c'est en août, juin, juillet, bah, ça serait pareil. Sell in May and go away, donc vous savez que vous avez une fenêtre de vente pour mai-juin si vraiment ici il est en train de nous annoncer qu'il est prêt à se reverse. Pour le coup, son rallye ici, il a mis combien de temps? Depuis le bottom jusqu'au top, ça a mis 189 jours. Bon, là on est déjà un petit peu plus, mais si on estime que le bottom récent c'est celui de ces derniers jours, le dip, 189 jours, ça donnerait quelque chose ouais, pour mai-juin. Une fenêtre de vente pour mai-juin, un petit peu avant son halving. Mais bon, c'est vrai, graphiquement, il est super sympa et que faudrait pas être étonné de voir Litecoin retracer un petit peu. Après, bien évidemment, dans le contexte actuel, si le S&P 500 il se retourne, le Bitcoin il se retourne, Litecoin il va dip. Mais si il dip et qu'il y a de nouvelles structures, c'est qu'il est vraiment strong et qu'il a envie d'aller plus haut. Et les graphiques, il pourrait ressembler à ça et donc retracer. Ok. Maintenant, c'est étape par étape, on a vu les objectifs. Ça veut pas dire qu'on va aller chercher 167, loin de là. On peut aussi simplement prendre le mouvement précédent. Hop. Tac, je prends mon fib. Et je viens juste faire un retour zone de rechargement de short vers le chiffre rond, ici, et me reverse. La zone d'imbalance, elle est là, à peu près. 117. Ok, je viens ici combler. Tac, tac, tac. Après, je me reverse et vas-y, fini. Hein. C'est bon, le mouvement, il est fini. On n'ira pas à 160. Mais ça va dépendre de l'action du prix. Si le truc reste bullish, en fait, tant qu'il pousse et qu'il est haussier, bon, bah à ce moment-là, on va dire que vraiment, il y a un bel objectif ici à venir chercher. Après, ça veut pas dire qu'on va y venir. J'ai fini pour Litecoin, donc voilà, c'était surtout pour parler de cyclicité et que bah, l'histoire peut se répéter peut-être, encore une fois, hein, comme c'était le cas ici, où le truc, il a retracé avant tout le monde. Et il est en train de nous annoncer les prochaines semaines. Pourquoi pas? Bon, après, bien évidemment, on verra si Bitcoin, il peut suivre ou non. Encore une fois, c'est pas une obligation. Mais par contre, si voilà, comme j'ai dit, Bitcoin, dans les prochaines semaines, il commence à ressembler à ça, et qui réintègre et qui tient, bon, il y a de grandes chances qu'on soit vraiment dans du retracement et qu'on ait eu potentiellement une capitulation court-moyen terme avec tous les gens qui auraient vendu aux événements FTX. Et pour finir, oui, le S&P 500. Alors, le S&P 500 qui est donc dans cette zone de combat, hop, tant qu'on reste bloqué entre les deux, il n'y a pas de résolution. Un nouveau sommet avec une acceptation nous ramènerait vers le test de la trendline, vers les 4100 points environ. Pour moi, le vrai test, il est ici, puisqu'on a été repoussé une fois, deux fois, trois fois, possiblement 4 fois. Maintenant, tout le monde va le voir, donc si tout le monde s'accorde à dire oui, le S&P va se retourner ici, il faut s'attendre à un breakout et à une poursuite. Comme on en a parlé, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher justement la zone de rechargement ici du mouvement entier, que tout le monde recrie au to the moon, sauf qu'on n'oublie pas, on a une courbe des taux qui est totalement inversée. Et ça, c'est risque de récession à 6 mois. Et je vois pas comment on peut repartir sur une tendance vraiment haussière long terme sur le S&P, alors que bah, ça, c'est dégueulasse, hein, ce qui se dessine. Je vais l'ajouter sur une échelle à droite, comme ceci. Mais, hop. En fait, non, je vais l'ajouter en indicateur, en fait. Pas se faire chier. Voilà. Ça, je m'en fous. Ça, honnêtement, bon, je garde pour l'instant. Je vais vous indiquer ici, hop, 0. Donc quand on est sous 0, ça veut dire que les taux long terme sont sous les taux court terme, c'est catastrophique. Hein. Hop. Ah mais mince, du coup l'échelle c'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'il nous fait ici? Comment il peut m'annoncer? Mais du coup pourquoi il y a cette échelle? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment il peut me sortir une échelle. Je comprends pas honnêtement. Pourquoi c'est cette échelle ici qui prime? Je peux pas la retirer. Attendez, on va faire un truc. Oui, mais... Ah, mais ok, d'accord, ok, ok. Très bien. Bon. Du coup, c'est bon, je viens de comprendre pourquoi. Bon, là, ça va avoir un peu de mal. Il va falloir jouer avec l'échelle énormément, même.
Mais attendez, non, c'est pas normal ça. Pourquoi il s'est mis ici? 2 petites secondes. Voilà. Chacun son échelle, comme ça on est tranquille. Et ça c'était... Ok. Bon, ça c'est la masse monétaire, honnêtement je m'en fous. Je préfère garder ça. Donc voilà, pour faire simple, vous avez en gros ici les taux long terme et les taux court terme. Quand les taux à 30 ans passent sous les taux à 3 mois, c'est catastrophique, c'est ce qui crée un spread négatif quand on passe sous zéro, et ça c'est un risque de récession à 6 mois environ. Généralement, c'est des fins de cycle, okay, des fins de tendance haussière. Par exemple, on est venu à zéro, enfin on est passé sous zéro ici en 2007. Vous regardez le S&P en 2007, c'était ici. Hein. Donc c'est-à-dire que oui, on a continué de rallier un petit peu, mais derrière on s'est mangé la quenelle où il y a eu ici le gros dip. Okay, ensuite, même ici, on est venu en 2000, vous avez la courbe des taux qui s'inverse. En fait, ça signifie quoi? J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais pour revenir très simple. Ça veut dire que les taux directeurs, ils sont au-dessus des taux long terme qui sont fixés par le marché. Les taux directeurs sont fixés par la Fed. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, elle emprunte de l'argent au taux directeur aux banques centrales pour ensuite vous le prêter à vous en tant que particulier. Si jamais le taux directeur il est à 4%, comme c'est le cas actuellement, et que le taux long terme à 30 ans, il est à 3, là il est à combien du coup? Il est à 3,50 environ, 3,60. La banque, elle emprunte plus cher au taux qu'elle peut potentiellement vous prêter. Après, elle ne vous prêtera pas à 3,60, il y a toujours une marge, hein, c'est plus haut. Par exemple, là, le taux 30 ans aux US, il est à 6,50 environ. C'est-à-dire que la banque, elle va emprunter à 4, elle peut prêter à 6,50 environ. Mais déjà, il y a moins de crédit parce que vous accordez moins de crédit, donc il y a moins de liquidité qui circule dans votre banque. Qui dit qu'il y a moins de liquidité, c'est que vous avez besoin de récupérer de la liquidité. Donc vous, les investissements que vous avez faits, vous les vendez, donc vous récupérez de la liquidité. Et vous en avez moins, donc vous pouvez investir moins et donc il y aura moins de liquidité sur les marchés. Donc quand les banques, qui sont les plus grosses actrices, hein, les plus gros acteurs, les banques sont les plus gros acteurs sur les marchés, quand ils ont moins de liquidité, du coup il y a moins de liquidité sur les marchés, qu'ils investissent moins, qu'ils achètent moins, etc., bah bien évidemment que ça soutient beaucoup moins les marchés, et que du coup, il faut s'attendre possiblement pas à des bull market to the moon, au mieux à des consolidations, au pire des marchés baissiers comme on a là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et du coup, comment on peut repartir dans un to the moon, ni vu ni connu, oui c'est bon, la tendance, allez on inverse, on repart to the moon, alors qu'on a une courbe des taux inversée, et que le système bancaire est beaucoup moins liquide, qu'en termes de profitabilité aussi, ils font beaucoup moins de profits, et qui sont beaucoup moins à cheval sur le risque. Donc pour moi, c'est pour cela que à l'instant T, le sentiment est plus ou moins bearish sur le S&P 500. Là, on est en train de m'indiquer qu'il y a une personne sur deux qui est short. Il y a un petit peu plus de gens qui sont short que long sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, il y a un quart des gens il y a 3 quarts des gens qui sont short. Et sur les indices européens, pareil, le DAX et le CAC 40, 3 quarts des gens sont short. Donc c'est pour ça justement que, en fait, les gens sont en train de shorter la macroéconomie dégueulasse. Mais le marché, ce qu'il est en train de faire, tout simplement, c'est d'aller contre ses vendeurs. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. Je reviens dessus, mais quand vous regardez le CAC il va contre ses vendeurs. Où sont les zones de liquidité? Hop. Je vais vous mettre l'indicateur qui va... Enfin, je pourrais le faire moi-même, mais hop, on va pas se prendre la tête ici. Voilà, les zones de liquidité, elles sont au-dessus des 6800 pour le CAC. Une fois qu'on aura sorti ses vendeurs, il faudra voir. Parce que rappelez-vous, le Bitcoin en novembre 2021, quand il a fait son nouvel ATH et qu'après il a réintégré, qu'il a reparti dans l'autre sens. C'est peut-être l'objectif qu'on cherche à faire sur les indices européens et américains. Hein. C'est-à-dire chasser un maximum de vendeurs. Une fois que tout le monde est convaincu que c'est bon, c'est le to the moon, il n'y aura pas de récession. Les vendeurs sont out, les gens sont conditionnés à acheter les dips, et c'est ce qui fait que derrière on peut assister à ça. Okay, ça m'étonnerait pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver, parce qu'actuellement, les gens, 3 quarts des gens sont bearish sur les indices. Donc c'est ce qui fait qu'ils peuvent continuer de monter, il n'y a pas de problème. Maintenant, la macro est clairement en désaccord avec cela, et même en Europe, hein, là, je parle des États-Unis, mais en Europe aussi, on commence à avoir une courbe des taux inversée, donc ça sent pas hyper bon non plus. Et pour revenir sur le S&P, tant qu'il pousse, le Bitcoin, les altcoins peuvent pousser aussi un petit peu. Le vrai test, il sera aux environs des 4100 points. Si on breakout, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon, c'est tout the monde, on est hors d'affaires, encore une fois. Il y a justement, j'en avais parlé aussi, mais ça ne m'étonnerait pas, hein, qu'une fois que le Nasdaq il est venu taper justement son premier arrêt long terme ici, et que la courbe des taux est inversée, qu'on vienne nous faire la petite spéciale, qui est, je vous fais un petit rebond, généralement c'est où ces zones de rechargement de short, 61,8 environ, et après, malheureusement, je fais les reverses. Au mieux, on consolide et tout va bien, et c'était une mauvaise phase, et après on rebaisse les taux, l'inflation est maîtrisée, donc on va quitter cette inversion de courbe, et au final, bon, ça aurait été juste le marché va se contracter en fait, comme ça, pour faire de la continuation haussière, et c'est bon, on sera reparti dans un beau marché haussier.
Par contre, si l'inflation perdure, que là vraiment on a des taux, mais une courbe des taux complètement inversée, complètement dégueulasse, en termes de probabilité, c'est je fais le fameux rebond, je fais croire que tout va bien, et derrière je fais le finish comme ça. Un peu comme ici, hein. Je fais croire que tout va bien, non mais on rebondit, vous inquiétez pas, c'est pour le prochaine hausse. Sauf qu'au final, je viens pareil à 38,2, le classique, je rebond à 38,2, je me fais rejeter où? À 61,8, et bam, je fais mon finish. Donc en gros, ça donnerait ça. Encore une fois, ça reste à voir. Mais en tout cas, la pattern ici qui se déclenche potentiellement sur le Nasdaq est assez sympa. Le S&P, vu que les gens sont baissiers dessus, même sur le Nasdaq, les gens sont bearish, ben, ça peut justement le booster un peu plus. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse comme Bitcoin, c'est-à-dire que je vous fais un nouvel ATH, je vous fais croire que tout va bien, et derrière, hop, là je fais le move d'ici 2023-2024. Encore une fois, on verra bien, juste garder à l'esprit que pour l'instant, les gens sont majoritairement baissiers. Tant que les gens sont majoritairement baissiers et en short, le marché va aller contre ces gens-là pour les sortir de leur position, parce que si la direction réelle des prochains mois est baissière, et que les gens sont déjà dans le short, bien évidemment, il faut d'abord les dégager, et ensuite, là, on y va. Okay, on ne peut pas faire gagner tout le monde. Du coup, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école et vous former, n'hésitez pas, vous pouvez le faire via les modalités crypto à ce stade du mois. Donc c'est tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, BUSD ou USDC. Vous avez les adresses ici, vous avez les réseaux ici. Donc en fonction de l'adresse, vous avez les réseaux à utiliser. Le token aussi en l'occurrence. Vous avez les abonnements ici, donc au niveau des paiements, donc au niveau des montants. Et vous avez simplement à envoyer le TXID au prof. Donc on est connecté ici en haut, clic droit, envoyer un message. Vous envoyez le TXID, le mieux c'est de le faire à tous les profs. Donc il y en a 3 tout simplement. On est 3 profs. Vous envoyez vos 3 petits messages. Le premier qui voit votre TXID dans la journée le valide et vous avez votre rôle élève et vous pouvez rejoindre la communauté des élèves et justement assister au brief privé que je fais avec eux dans lequel ce matin on a analysé quelques petites altcoins qui ressemblent justement à Litecoin et qui pourraient le suivre tout simplement. Du coup, on se retrouve, je pense, demain ou vendredi. Bonne journée à tous. Bonne journée. À demain ou à vendredi. Ciao, ciao.